Chaque année, depuis 2 ans, quand arrive le mois de mars, je jubile un peu comme une enfant rejointe par une flopée de camarades à la cour de récré. Quand je me suis lancée dans le podcast fin 2019, j'étais un ovni sur mon sujet. Parler de la philanthropie à travers ce format, c'était plutôt à contre-courant de tout. Mais depuis 2023, ma thématique devient mainstream le temps d'une semaine à l'occasion du Podcaston, un événement caritatif organisé par mon partenaire Altrui et qui rassemble des centaines de podcasteurs francophones pour donner la parole à des associations et des ONG et collecter des fonds à leur profit. Cette année, nous serons plus de 400 à diffuser à l'unisson les valeurs de partage et d'altruisme lors de la 2e édition qui aura lieu du 25 au 31 mars. Rendez-vous donc au www.podcaston.org pour surfer sur une immense vague de générosité. Et n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne pas manquer l'épisode spécial qui sortira le 26 mars. Tu es le nouveau Rockefeller, un philanthrope. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils veulent changer le monde. Quelle drôle d'idée. Dans un esprit philanthropique. Vous pouvez répéter? Philanthropique. Philanthropique. Je vais donner un peu de pognon. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien, je leur réponds très simplement, je leur dis « C'est ce goût de l'amour. Ce goût, donc, qui m'a poussé à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. » S'emparer d'un mot qui porte l'amour de l'humanité comme message, en saisir tout le sens et la complexité en toute simplicité, découvrir des hommes et des femmes qui s'engagent, écouter leurs histoires et enchanter le monde avec authenticité. Bienvenue dans Philanthropio, le premier podcast francophone qui raconte la philanthropie et dans lequel je vais à la rencontre de ceux qui la font. Aujourd'hui, vous allez entendre le récit incroyablement puissant de Florence Boutet, une mère qui a été confrontée à la perte brutale de sa fille en 2018. Alice est décédée de mort encéphalique à la suite d'un grave accident. Elle n'avait que 16 ans. Mais la mort d'Alice, bien que profondément injuste, n'a pas été vaine, puisque ses parents ont décidé de donner ses organes, de faire en somme le don ultime et anonyme pour lequel il n'y a aucune attente d'un merci. Florence nous raconte l'histoire de ce don qui, comme elle le dit si bien, n'a rien enlevé de plus que ce que la vie s'est chargée de lui prendre. Un don qui ne rend pas la mort moins douloureuse, mais n'ajoute pas au chagrin non plus. Pour elle, sans le don d'organes, la mort d'Alice n'aurait pas eu de sens. Malheureusement, le don d'organes reste tabou dans notre société et a besoin d'être démystifié. C'est tout l'objectif de cet épisode qui, je l'espère, vous fera grandir comme ce fut le cas pour moi. Bonne écoute. Bonjour Florence Boutet. Bonjour Charlène. Merci d'avoir accepté de livrer votre témoignage au micro de Philanthropio pour parler d'un sujet hautement tabou, le don d'organes. Alors, vous vous êtes engagée pour le don d'organes suite à un drame familial et depuis, vous vous êtes saisie de votre facilité à en parler pour le détaboutiser. Et avant que vous nous racontiez votre histoire, j'aimerais vous présenter quand même à nos auditeurs. Alors, vous avez débuté votre carrière en tant que journaliste de presse écrite en Normandie avant de travailler plusieurs années comme assistante parlementaire. Après un déménagement en région parisienne pour rejoindre votre mari, vous devenez assistante de direction dans le secteur de l'horlogerie de luxe. Puis en 2012, vous vous lancez à votre compte en tant que rédactrice de débat en créant Accent aigu. Donc vous êtes une femme de débat. Et cette nouvelle vie d'indépendante vous permet de vous engager dans la vie locale à titre de maire adjointe de votre ville et de consacrer davantage de temps à votre fille Alice, atteinte d'un handicap psychomoteur invisible suite à une tumeur au cerveau opérée à l'âge de 3 mois. Et en 2018, votre vie bascule puisque votre fille Alice, alors âgée de 16 ans, est victime d'un grave accident de cheval qui va lui être fatal. Et après plusieurs jours dans le coma, elle décède à l'hôpital Necker qui l'avait guérie 16 ans plus tôt. 1 an plus tard, vous décidez de publier Le don d'Alice pour raconter votre histoire et comment le don des organes de votre fille a donné du sens à cette tragédie. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire et partager votre témoignage ? La première chose qui m'a poussée à écrire était complètement cathartique. C'est-à-dire que suite au décès d'Alice, j'étais entrée dans un espèce de mode de fonctionnement qui avec le temps devenait délétère. C'est-à-dire que chaque matin, je me refaisais le fil de toute cette tragique semaine, point par point, minute par minute, heure après heure, de peur d'oublier. Parce que même si la semaine a en effet été épouvantable et tragique, j'ai craint pendant très très longtemps de tout oublier en fait et de perdre l'essence même de ces moments. C'est tellement surnaturel que il y avait des jours où je me demandais si j'avais bien vécu tout ça. Et donc l'écriture, comme je suis quelqu'un de l'écrit, j'ai été formée à l'écrit. L'écriture a été pour moi d'abord un moyen cathartique en me disant mais si j'écris ce qui s'est passé, alors j'aurais plus peur de l'oublier.
Et puis, plus j'écrivais et plus je me rendais compte que cet exercice, finalement, donnait aussi du sens à la suite. C'est-à-dire que, à force d'écrire, je n'avais plus peur d'oublier, je n'avais plus peur que ma mémoire me trahisse. Et j'y trouvais même un sens pour nos enfants, pour la petite sœur et les 2 grands frères d'Alice, en me disant, bien, si un jour eux-mêmes ont besoin de retrouver cette histoire, eh bien, elle sera là. Voilà, elle aura été écrite, elle sera posée dans des cahiers. Moi-même, je ne serai pas obligée de la raconter ou d'y revenir. Et finalement, l'écriture a été pour moi un point de départ de cette nouvelle vie, en fait, de cette vie d'après, de cette vie sans elle. C'est vrai qu'on a tendance à ne pas se méfier assez de la fidélité de notre mémoire. On pense qu'on n'oubliera jamais les événements marquants de notre vie, tragiques ou heureux. Mais en fait, on perd vraiment les détails au fil du temps. Ça me parle, ce que vous me dites. Et aussi, vous me confiez, en préparant cette interview, qu'en matière de don d'organes, on entend beaucoup la parole des receveurs, mais plus rarement celle des familles de donneurs. Oui, c'est venu après ça. C'est-à-dire que j'ai pas eu conscience tout de suite que cette parole était rare. C'est un ami qui est lui-même journaliste, qui a écrit différents livres sur des sujets de société importants, comme le droit à mourir dans la dignité, etc., auquel un jour je raconte notre tragique histoire. Enfin voilà, je l'informe simplement que Alice a eu cet accident, que depuis quelques mois j'écris, et plus je lui parle, et plus lui me dit, mais tu ne te rends pas compte de la portée de ton témoignage. C'est une parole qui est rare, c'est une parole qu'on n'entend pas. Il faut impérativement que ce témoignage soit publié. Il faut que tu ailles au bout de ton écrit, et on va le faire ensemble, je vais t'y aider, on va travailler tous les deux, et on va aller au bout de ce travail-là, parce qu'il faut que les gens se rendent compte que c'est possible, qu'on peut donner les organes et que la catastrophe, elle se situe pas là, en fait. C'est pas là qu'il y a un drame, c'est pas dans le fait de donner des organes. Le drame, c'est de perdre un proche. Et finalement, au fil de cette discussion, j'ai pris conscience effectivement de la portée de mon histoire, de la portée de ce témoignage, de sa rareté. Et sa rareté le rend peut-être un peu précieux. Alors, c'est pas du tout prétentieux quand je dis ça, mais c'est en tout cas apporter une parole libre, décomplexée, détaboutisée de ce sujet qui fait si peur, alors qu'effectivement, c'est pas là que se situe le pire dans l'histoire. Alors, évidemment, c'est une lecture qui, personnellement, m'a beaucoup bouleversée, serré la gorge. En tant que mère, je me suis forcément projetée dans votre douleur. Si perdre son enfant n'est pas dans l'ordre des choses, évidemment, vous démontrez que le don d'organes peut être dans l'ordre des choses. D'ailleurs, vous dites, la question ne s'est pas posée, la réponse s'est imposée. Qu'est-ce que vous vouliez dire ? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est retrouvés avec mon mari le jour de cet accident, tous les deux dans une salle d'attente de l'hôpital Necker. On avait pu voir Alice quelques minutes avant qu'elle ne soit opérée. On nous avait déjà informé que son pronostic vital était engagé, que possiblement les choses pouvaient mal se passer au point où on en était. Et puis on s'est retrouvés là tous les deux et d'un seul coup m'est venue cette question, et si jamais on nous annonce la mort encéphalique, que fait-on ? Donc j'ai posé la question à mon mari en fait. Et lui me dit j'en sais rien, je sais pas trop, qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse ? Je lui dis je sais pas, mais enfin quand même on pourrait peut-être quand même au moins donner son cœur. Et il me dit ouais, OK, d'accord, OK, on donnera son cœur. Et ça s'est terminé, la discussion s'est achevée comme ça. Et c'est en ça qu'elle s'est imposée, c'est qu'en fait je pense que pour nous à ce moment-là, l'hypothèse de la mort d'Alice était tellement inenvisageable, tellement douloureuse à imaginer, qu'on s'est très vite projeté dans ce que pourrait être la vie, quelle forme elle pourrait prendre si toutefois ce pire survenait, alors quelle forme allait prendre la vie. Et le don d'organes, en fait, s'est imposé à moi comme une manière d'envisager la vie des autres. Je peux même pas dire qu'on a pris une décision, parce qu'on n'en a pas parlé 3 jours, on en a parlé 2 minutes. Ça n'a pas duré plus de 2 minutes, cet échange. Et d'un seul coup, ça a été la décision qu'on avait prise. Enfin, en tout cas, voilà, on était arrêtés sur cette position-là et nous n'allions plus en reparler pendant ces quelques jours de coma. Le sujet n'allait pas revenir à aucun moment. On avait arrêté ça et voilà, et on s'est raccroché à ça comme à un phare en fait. On s'est dit voilà, si jamais le pire survient, alors don d'organes égale continuité de la vie. Autrement, pour d'autres, mais en tout cas, c'est ça qui sera le plus fort. Et ça s'est imposé. Ça s'est imposé à vous, alors même que vous n'aviez pas d'idée préconçue sur le don d'organes auparavant. Il n'y avait pas eu de réflexion par rapport à ce
Non, on n'était pas plus, pas moins informés que les autres. On n'a jamais été des militants dans l'âme en aucune manière et sur aucun sujet. J'avais pas particulièrement cette cause-là en vue dans mon spectre de causes à défendre, en me disant que j'étais plus attachée à des causes sociales traite des vivants, mais j'avais pas du tout conscience qu'en fait le don d'organes parle de la vie avant de parler de la mort. Mais voilà, j'avais pas d'idée préconçue. On n'était pas plus, pas moins informés. On était informés au minimum comme chacun l'est par les spots qu'on peut voir, qu'on peut entendre, les articles qu'on peut lire, et puis à l'occasion des journées nationales, 1 ou 2 reportages à la télé, et on nous montre des receveurs d'organes qui courent des marathons, qui gravissent l'Everest, et on est super content pour eux, et on se dit c'est super chouette, et au-delà de ça, on se pose pas la question pour soi-même, ni pour ses proches. Voilà. Et il y a eu une discussion un jour avec les enfants, quelques mois avant le décès d'Alice, un déjeuner, un dimanche midi, où la petite sœur d'Alice, Camille, qui a alors 10 ans, nous dit « C'est affreux, on tue des gens, on leur prend leurs organes ». Et alors, évidemment, on met ça tout de suite à plat. On lui dit non, c'est pas comme ça que ça se passe. Alice elle-même prend part à cette discussion, explique à sa petite sœur que non, en fait, on sauve des vies. En fait, ces gens sont déjà morts. Alors, on nous pose pas trop de questions de comment c'est possible que les gens soient morts et que leurs organes fonctionnent. Ça tombe bien parce qu'on n'y connaît rien. Donc, on dit juste que, effectivement, ça sauve des vies. Donc, c'est plutôt positif. Et les enfants, à ce moment-là, ne nous disent pas « Et vous, alors, du coup, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous êtes pour, vous êtes contre ?» Et comme les enfants ne posent pas de questions, on ne répond pas aux questions qui ne se posent pas. Donc, on ne leur fait pas part de notre avis. Et ça tombe bien qu'ils ne nous posent pas la question à ce moment-là, parce que je pense que j'aurais été très, très embarrassée. Et je pense même que j'aurais pu botter en touche en disant « Oh là là, c'est glauque votre sujet, on passe à autre chose, on change de sujet. » On n'était pas plus, pas mieux informés, voilà. Oui, alors effectivement, vous racontez ce signe prémonitoire presque dans le livre, cette discussion en famille avec vos 2 filles suite à ce reportage télévisé. Du coup, la question qui me vient, c'est à la mort d'un proche, comment faire face à la notion de consentement présumé quand on choisit de donner ses organes ? Alors, je dirais que pour des parents, dès lors qu'il faut que les 2 parents soient d'accord, la discussion, elle se noue entre les parents. Il faut que les 2 parents, en France, donnent leur consentement pour le prélèvement sur un enfant. Pour nous, le consentement présumé a pris la forme de la générosité d'Alice. Voilà, c'était une jeune fille très généreuse, joyeuse, pleine de vie, vraiment sportive, avec une hygiène de vie incroyable. Et moi, j'ai eu en tête quand même cette discussion qu'on avait eue quelques mois avant, où elle-même avait dit mais en fait, c'est bien, ça sauve des vies. C'est donc qu'elle avait conscience à 16 ans que c'est important en fait de se préoccuper du sort de son prochain, et que quand plus rien ne peut être fait pour sa propre vie, alors il y a un espoir pour la vie des autres. Et voilà, et c'est en ça que pour nous, le consentement présumé, même si on n'est pas censé en tenir compte quand il s'agit d'un enfant, puisque la question est posée aux parents, en tout cas, nous, le consentement présumé a pris cette forme. On s'est dit, on s'est référé à son caractère joyeux et plein de vie et généreux. Et dans votre cas, Alice avait une sœur, donc une petite sœur, mais aussi 2 demi-frères. Est-ce que c'est important d'aller chercher la caution morale de la fratrie ? C'est essentiel. C'était essentiel pour nous pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on a élevé ces 4 enfants qui ne sont pas de la même maman. Il y a 2 garçons d'une première maman et puis les 2 filles que moi j'ai eues avec mon conjoint. On a élevé ces 4 enfants dans la notion de fratrie. On leur a toujours expliqué qu'il n'y avait pas de demi, en fait, que quand on aime les gens, on les aime entièrement. Et donc, pour nous, ils ont toujours été frères et sœurs. Et d'ailleurs, eux-mêmes se définissent aujourd'hui comme ça. C'est frères et sœurs. Il n'y a pas de demi-frère, demi-sœur. Ça n'existe pas chez nous. C'est une fratrie qui s'aime très, très fort. C'est une fratrie qui est très liée. Les grands frères ont toujours eu une très, très grande attention à leur petite sœur Alice, née avec donc cette tumeur au cerveau et qui a dû surmonter différents handicaps. Ils ont toujours été très, très attentifs à elle, à sa santé, à son évolution, à ses progrès. Et on trouvait très, très important que tous les 2 soient partie prenante dans la décision qu'on allait prendre. Et s'ils n'avaient pas été d'accord, il est évident qu'on en aurait longuement parlé avec eux pour leur expliquer notre démarche. Ça n'aurait peut-être pas changé notre avis, mais en tout cas, on aurait pris le temps de justifier la démarche, de l'expliquer, de leur faire comprendre quel était, nous, notre point de vue. Et dans le cas de Camille, la démarche était un petit peu différente. Il était essentiel pour nous que Camille ne se sente pas écartée au motif qu'elle était trop petite. Et donc, on a mis les 3 enfants sur le même plan. On s'est dit, si on en parle aux garçons, si on demande aux garçons, on demande à Camille. En fait, il n'y a juste pas de question à se poser.
Il faut que Camille ait le même niveau d'information que ses frères, qu'elle ait les mêmes réponses, qu'elle ait les réponses aux questions qu'elle se pose et qu'elle soit informée au même titre. On est une famille, on s'est toujours présenté en tant que famille unie, même si tous les enfants ne sont pas du même lit. Il n'était pas question qu'on en écarte un pour une raison d'âge et l'autre au motif que, en fait, t'es pas complètement sa sœur. Voilà, c'était pas possible. Donc, on a mis les 3 enfants sur le même plan. Et on a très vite compris qu'on avait bien fait, puisque même un enfant de 10 ans est tout à fait capable de comprendre ce qu'est les dons d'organes, l'intérêt du don d'organes. Et aujourd'hui, Camille a 16 ans, bientôt 16 ans, et ce qu'elle nous dit, c'est justement que parce qu'elle n'a pas été écartée de cette décision, parce qu'elle n'a pas été écartée au motif qu'elle était trop petite, elle a pu grandir en confiance dans le fait que tout ce qui avait besoin d'être dit l'était, quelle que soit la situation, quel que soit ce qui avait à être dit. Et c'est essentiel, je pense, pour un enfant. C'est en tout cas hyper sécurisant. Puis à l'époque, Camille, d'elle-même, avait proposé finalement qu'on donne les organes de sa grande sœur. Ça a comme solutionné un petit peu votre dilemme. Cette caution morale est arrivée un petit peu d'elle-même, quoi. Elle est arrivée, spontanément, et c'était merveilleux parce qu'on était effectivement en proie avec la manière dont on allait devoir lui dire les choses, quels mots on allait employer, comment on allait pouvoir lui annoncer ça, comment on allait pouvoir répondre à ses questions, etc. Et alors, c'était assez étonnant parce que mon mari, lui, d'un côté, avait entrepris une grande discussion avec la psychologue de l'hôpital, espérant qu'elle-même allait lui dire « vous devez lui dire les choses comme ça », ce qui ne se passe pas comme ça, parce que dans les faits, les psychologues ne donnent pas les solutions, ils ouvrent le champ de la réflexion, mais n'apportent pas la solution. Et donc, moi, j'étais dans une petite salle d'attente juste à côté avec Camille, qui avait vu sa sœur en état de mort encéphalique à sa demande. Elle avait demandé à voir sa sœur, on l'a accompagnée à l'hôpital, elle a été reçue par les médecins qui lui ont expliqué que sa sœur était décédée, qu'elle était décédée à cœur battant, que son cœur battait toujours, qu'elle était réanimée parce qu'on maintenait son cœur. Et pendant que mon mari demandait à la psychologue « Non mais dites-moi, qu'est-ce que je dois lui dire, comment je lui dis, etc. » Camille qui me dit « Mais maman, pourquoi on garde son cœur ?» Et donc je lui ai retourné la question, je lui ai demandé « Mais à ton avis, pourquoi faire ?» Et elle me dit « Est-ce que tu crois, maman, qu'un cœur, ça se donne ?» Et je lui dis « Ben oui, un cœur se donne. » Et c'est précisément la raison pour laquelle Alice est toujours réanimée alors qu'elle est décédée. On est en train de chercher qui aurait besoin du grand cœur de ta sœur. Et elle m'a dit « Ah bah alors c'est super. » Et je suis sortie de cette salle en disant à mon mari « C'est bon, laisse tomber, c'est fait. » Et c'est venu naturellement d'elle. Alors je suppose qu'elle avait dû entendre des bruits, des discussions entre ses frères, nous, etc. Enfin, en tout cas, elle avait dû surprendre des conversations. Et puis, à un moment donné, elle a eu besoin de raccrocher les wagons. Et puis, finalement, cette discussion lui a permis de raccrocher le truc. Et à partir de là, la discussion a été hyper fluide avec elle et d'une simplicité incroyable. C'est-à-dire qu'on a répondu aux questions qu'elle se posait. Ni plus, ni moins. On a juste dit ce qu'elle avait besoin de savoir pour être pleinement sereine, en tout cas, avec cette question qui est embarrassante. On peut pas le nier, c'est une question qui est difficile, y compris quand on a 10 ans. J'aimerais qu'on revienne sur un autre épisode du livre, 16 ans en arrière, quand vous racontez la première épreuve médicale subie par Alice, alors qu'elle était encore qu'un bébé, elle avait à peine 3 mois. Elle a dû subir une opération du cerveau qui nécessitait une transfusion sanguine. Vous racontez dans le livre « J'étais vert de rage à l'idée qu'on lui injecte du sang qui n'était pas le nôtre ». Pourtant, 16 ans plus tard, dans le même hôpital, alors que le pronostic vital d'Alice est très engagé, vous prenez assez rapidement la décision avec votre mari donc de donner son cœur dans l'éventualité qu'elle soit déclarée en état de mort cérébrale. Comment expliquez-vous le fait que vous ayez mieux accepté le don d'organes de votre fille que sa position de receveuse d'un don de sang ? Eh bien, je crois qu'en fait, 16 ans plus tôt, d'abord, c'était mon premier enfant et j'avais cette espèce de conviction, je pense, qu'ont toutes les mamans au début de la vie de leur bébé, qu'elles sont les seules à pouvoir tout pour leur enfant, que personne mieux qu'elles ne sait dont leur enfant a besoin et ne pourra les sauver. Et là, je vivais un truc terrible, c'est-à-dire que Alice avait convulsé à la crèche. Les convulsions s'étaient réitérées à plusieurs reprises dans une même journée. Finalement, le médecin de la crèche avait été appelé, puis le SAMU. Et tout ça, en fait, moi, je ne l'ai pas vécu. Je ne l'avais pas vécu. Je n'étais pas là pour voir ce que c'était. Je ne l'avais jamais vu convulser, puisque après, elle a été sous traitement, donc on n'a rien vu. Et donc, j'avais en moi cette espèce de culpabilité de ne pas avoir été là au moment où mon enfant avait besoin de moi et de ne pas avoir été là pour lui apporter les premiers secours. Et je pense que toutes les mamans, toutes les très jeunes mamans, finalement, ressentent un peu ça
lorsqu'un médecin leur explique comment on va sauver leur enfant, elles se sentent d'un seul coup dépourvues de leur propre pouvoir, de pouvoir subvenir à la sécurité à la fois physique et affective de leur bébé. Et donc j'étais hyper vexée, quoi. Je me disais mais attends, mais pour qui se prend ce médecin là? Il m'explique qu'on va aller mettre le sang d'un autre que je connais pas en plus dans les veines de mon enfant. Non mais c'est quoi cette histoire? Et puis alors il y avait aussi cette espèce d'amalgame que j'ai sûrement fait à un moment donné. 30 ans auparavant en France, il y avait eu ce scandale du sang contaminé. On a beau aujourd'hui, enfin je suis complètement sereine aujourd'hui sur la manière dont les échantillons de sang sont traités, etc. Voilà, je pense qu'il y avait en arrière-plan cette espèce de crainte ils vont lui injecter des trucs, on ne sait pas. Si c'était mon sang, au moins on saurait d'où ça vient, parce que là c'est du producteur au consommateur. Enfin voilà. Sauf que ça se passe pas comme ça, et heureusement que ça ne se passe pas comme ça. Mais je crois qu'à ce moment-là, j'étais dans une forme de déni finalement de cette situation de d'autres vont sauver la vie de mon enfant. Et puis ces autres ont sauvé la vie de mon enfant. Et je ne sais pas combien de fois au cours de ces années, parce que je les ai rencontrés tous les ans, je les ai remerciés d'avoir sauvé la vie de mon enfant. Et j'ai compris qu'en fait, on peut pas tout pour son propre enfant. Et parfois, il faut savoir s'en remettre aux forces supérieures, aux professionnels. Et puis finalement, effectivement, 16 ans après, j'avais cheminé. Alice allait très bien. Avant cet accident, Alice allait très très bien. Et voilà, et je me suis juste dit, en fait, elle a un cœur si généreux. Et au-delà de ça, physiologiquement, elle a un cœur de 16 ans en pleine forme, un cœur qui a subi une vie d'ascète pendant 16 ans parce qu'Alice détestait le sucre. Alice mangeait très sainement, faisait beaucoup de sport, n'avait jamais fumé, évidemment, bu de l'alcool encore moins. Je me disais, mais enfin, quel gâchis, en fait. Quel gâchis, 16 ans qui s'arrête comme ça, si son cœur ne peut pas poursuivre avec un autre. Mais c'est tellement, c'est une perte, c'est tellement dommage parce que ce cœur-là, il est parti pour une vie entière finalement. Si le cerveau n'avait pas été arrêté, voilà, ce cœur était parti pour une vie entière. Alors, on va parler justement du processus de don d'organes qui est quand même assez méconnu et vous l'expliquez très très bien dans votre livre. On pense que le don d'organes se résume à un prélèvement alors qu'en fait, il s'agit d'un processus médico-légal extrêmement rigoureux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les grandes étapes de ce parcours de don à partir du moment où vous avez reçu le certificat de mort encéphalique d'Alice? À partir du moment où la mort encéphalique est démontrée, donc le certificat de décès est établi. Donc la mort encéphalique, déjà ça, c'est un processus médico-légal qui prend du temps, qui nécessite des tas d'examens, etc. À partir du moment où ce processus est établi, le certificat de décès est établi. Enfin, le donneur est identifié par un numéro dans une base de données qui s'appelle la base de données Crystal. Il est identifié dans cette base de données avec tous les organes qui peuvent être proposés à des receveurs. Donc des tas d'examens sont réalisés sur le donneur pour vérifier d'abord qu'il n'y ait pas eu une pathologie qui n'aurait pas été découverte au moment de l'accident. Donc, il y a des échographies qui sont faites sur chaque organe. On pèse, on mesure chaque organe. Enfin, on estime en tout cas le poids, la taille de chaque organe, en plus d'éléments physiologiques très précis, scientifiques, parce qu'il faut que la compatibilité soit maximum entre le donneur et le receveur. Toutes ces informations, elles sont saisies dans une base de données, donc la base de données Crystal, que reçoivent, à laquelle ont accès les équipes de transplantation qui, elles, suivent des patients en attente d'une greffe, lesquels sont aussi identifiés par un numéro. Et donc, cette base de données va dire à un moment donné, un cœur disponible à Paris pour d'un patient âgé de 16 ans avec telle propriété physiologique. Et c'est l'équipe de l'autre côté de la chaîne, l'équipe qui est en charge du suivi de la personne qui doit être transplantée, qui va demander à recevoir ce cœur. Voilà, qui va demander des propriétés plus importantes. Enfin voilà, ils peuvent demander d'autres examens complémentaires, etc. Une fois que le match est établi entre le donneur et le receveur, c'est l'équipe de transplantation du receveur qui vient prélever l'organe sur le donneur. Ce qui veut dire que toutes ces équipes, alors en fonction du nombre d'organes qui vont pouvoir être prélevés, toutes ces équipes se déplacent dans l'hôpital où est admis le donneur, parce que le donneur, lui, il voyage pas. C'est quelqu'un qui est décédé, qui est réanimé artificiellement. Il ne voyage pas. Donc, ces équipes se déplacent, on organise leur déplacement.
Et une fois que toutes ces équipes sont présentes dans le bloc opératoire avec le donneur, alors on peut procéder au prélèvement dans un ordre qui, en général, commence par le cœur, puis les poumons, etc. Et les équipes repartent avec leur organe pour le retransplanter. Et si les équipes viennent, c'est précisément parce que chaque chirurgien a sa manière d'opérer et connaît son patient. Et donc, c'est comment l'organe doit être prélevé pour pouvoir donner le maximum de chances à la transplantation de réussir. Et vous expliquez que cette décision, quand on constate qu'il y a un match entre donneur et receveur, que cette décision donc qui revient aux équipes en charge du prélèvement et de la transplantation, elle ne dispose que de 20 petites minutes pour décider d'accepter ou de refuser le greffon pour leur patient. 20 minutes seulement. 20 minutes seulement parce que la vie d'un organe réanimé est très courte. Quand il n'y a plus de cerveau pour gérer la machine, la réanimation ne peut pas tout faire. Et il peut survenir quand même une fatigue des organes liés à la réanimation artificielle, si bien que la durée de vie d'un organe en réanimation est très courte. Donc, si la première équipe ne peut pas accepter le greffon, au bout de 20 minutes, s'il n'a pas donné de réponse ou qu'il a dit non, alors clac, la machine retourne et on va vers le second dans l'ordre de priorité, puisqu'il y a un ordre de priorité qui est établi, sachant qu'on essaye de faire en sorte que la différence d'âge entre le donneur et le receveur ne soit pas trop grande, et puis qu'il y a des compatibilités physiologiques, évidemment. Voilà, Alice était d'une corpulence assez menue, donc elle avait des petits organes. Des petits organes peuvent pas faire fonctionner toutes les machines adultes. Voilà, il faut préserver une certaine cohérence. Et à un moment donné, vous avez eu une petite frayeur dans ce parcours du don, puisque Alice ayant été victime d'un accident de travail, ayant entraîné la mort, il a fallu obtenir l'accord du procureur de la République après ouverture d'une enquête. Il y a eu un moment de stress parce que, dans cette semaine complètement surnaturelle, ce jour-là, en tout cas, nous, on a entendu la veille qu'Alice ne se réveillerait pas. Quand on arrive le matin, on nous annonce que les signes de mort encéphalique sont observés, que ça va prendre au moins 12 heures pour prouver cette mort encéphalique. On part sur quelque chose qui est quand même long, en fait. Ça se décide en 5 minutes et puis en même temps, ça prend du temps. Et ce temps-là, quand on est dans cette situation de deuil lié à un accident violent, etc., c'est difficile de le vivre, c'est difficile à vivre pour nous, en tout cas, à ce moment-là. Alors, lorsqu'on nous annonce que peut-être il va y avoir une enquête, et que s'il y a enquête, il y a autopsie, et que s'il y a autopsie, alors il n'y a pas don d'organes, je pense que j'aurais pu retourner la terre entière et me pointer dans le bureau du procureur à Versailles pour lui dire « Non mais stop, en fait, arrêtez. Enfin, non, il n'y a pas d'enquête, il y a don d'organes, garçon, donc non. En fait, si vous faites une enquête, ça veut dire qu'il y a peut-être des personnes qui n'auront pas les organes que nous, on propose pour sauver des vies. » Et ça me rendait folle, en fait. Je me disais « Mais une enquête de quoi, en fait? Elle a pris un coup de pied de cheval dans la tête. Enfin, personne ne lui a porté atteinte. C'est un accident et voilà. » Et donc, on est suspendu pendant quelques heures à cette décision. Et le médecin réanimateur qui s'occupe de gérer cette partie de preuve de la mort encéphalique, on en parle avec lui et il sent bien mon désarroi, en fait. Il sent bien que je suis complètement tendue à l'idée que, en fait, on nous refuse le don d'organes en raison d'une possible potentielle autopsie. Et il me rassure quand même, il essaye de me rassurer, il me dit « Bon, attendez, vous inquiétez pas, ça va peut-être se faire. » Et puis finalement, 1 heure après, il revient, il me dit « C'est bon, il n'y aura pas d'enquête, vous inquiétez pas. » Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que lui-même a pu avoir le procureur et a pu dire « Attendez, la jeune fille, elle a pris un coup de pied de cheval. Je crois que le coupable est tout désigné. Même si c'est un accident du travail, voilà. L'autopsie ne permettrait pas de démontrer en quoi il y a eu manquement de l'employeur, en tout cas. » Et c'est là où il faut faire la part des choses. Et effectivement, il y a eu cette enquête concernant l'accident du travail, mais l'autopsie n'ayant pas été nécessaire, le don d'organes a pu avoir lieu. Donc c'est vrai que quand on a récupéré les documents après le décès d'Alice et qu'on a récupéré tous les documents venant de l'hôpital, on a vu effectivement tous les certificats médicaux qui avaient été établis, dont un dans lequel il est précisément spécifié que les causes de la mort, que le coup de pied de cheval a entraîné un traumatisme crânien massif qui lui-même a entraîné le décès du patient. Et voilà, et ça suffit à établir de quoi il était décédé. En tout cas, il n'y avait pas de doute. Mais là, on comprend bien à travers votre parcours de don que rien n'est laissé au hasard et qu'on est très très loin du fantasme de la mafia derrière les dons d'organes qui persiste encore dans l'imaginaire collectif. D'ailleurs,
Quels sont les autres mythes qui circulent et qu'on pourrait déconstruire aujourd'hui dans ce podcast? Je crois que le plus grand mythe, c'est la profanation du corps. Moi, on m'a beaucoup dit après ça, comment t'as pu laisser faire ça? T'as donné ton enfant à la science. Alors non, je n'ai pas donné mon enfant à la science. Je crois qu'il y a encore un amalgame considérable entre don du corps à la science et don d'organes, deux choses qui n'ont rien à voir. Je pense que je juge pas, les deux sont probablement sont nécessaires certainement. Dans le cas du don du corps à la science, c'est la personne qui fait don de son corps elle-même à la science et qui paye pour ça. Et la famille ne récupère pas le corps. Dans le cas du don d'organes, le don d'organes est gratuit, il repose sur le consentement présumé et il est anonyme. Et la famille récupère le corps. Et il n'y a pas de profanation du corps. Moi, j'ai appris qu'Alice avait été opérée sous anesthésie générale alors même qu'elle était décédée, qui montre bien les égards que sont portés aux défunts qui font don de leurs organes. Ils sont traités d'une manière tellement respectueuse, avec tellement de respect, de douceur. Je peux l'attester, j'ai vu mon enfant au retour du bloc opératoire. Rien ne se voyait, elle n'avait pas changé, ni physiquement, ni en volume. Rien ne se voit. C'est une intervention chirurgicale réalisée par des chirurgiens et dans les règles de l'art. Et le corps est parfaitement préservé. En tout cas, il n'y a pas de profanation. Et je pense que ça, c'est une des plus grandes peurs qui subsistent quand on parle de don d'organes. Il y a aussi cette idée qu'à partir du moment où on dit oui, on doit tout donner, alors que non. Alors que non. On dit oui à ce qu'on veut. Non seulement on dit oui à ce qu'on veut, mais en plus on peut dire non au dernier moment. C'est-à-dire qu'on peut se retrancher, on peut finalement dire non, finalement stop. C'est plus possible. Enfin, c'est pas possible. Bon, c'est pas possible. Tout ça est très respecté. Et puis il y a aussi l'idée que de toute façon on prélève systématiquement. Ce qu'en pensent les gens, on s'en fout un peu. Non, c'est faux. Si vous êtes contre le don d'organes, vous pouvez vous inscrire sur le registre national du refus. Il est consulté systématiquement lorsque les conditions du décès peuvent donner lieu au don d'organes. Et puis, même si vous êtes pour le don d'organes, si vous ne l'avez pas fait savoir, si vous ne l'avez pas écrit, pas dit explicitement à votre famille, vos proches on va poser la question à vos proches. On va s'assurer auprès de vos proches. Est-ce que vous étiez informés? Est-ce qu'il vous en avait parlé? Est-ce qu'il vous avait donné son sentiment? Que la décision qui soit prise soit juste et respectueuse des volontés du défunt et de la famille également, parce que c'est une décision qui peut impacter la manière dont le deuil va se poursuivre. Je précise qu'on peut potentiellement prélever jusqu'à 7 organes, donc le cœur, les poumons, les reins, le foie, le pancréas et l'intestin grêle. On peut décider d'en donner 1, 2, 3 ou la totalité, c'est vraiment libre. Exactement, et on peut aussi décider de tout donner, ou on peut aussi dire ce qui a été notre cas. Nous, on leur a suggéré de prélever tout ce qu'ils trouvaient receveur, en fait. On n'avait pas envie de savoir avant l'intervention. On leur a dit, faites vos recherches et puis prélevez ce qu'ils trouvent receveur. De toute façon, ce qui ne trouve pas receveur n'est pas prélevé. On ne fait pas d'expérience avec des organes qu'on aurait en rab. Ça n'existe pas. Ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait un receveur en face. L'organe est attribué à une personne et implanté, transplanté dans cette personne. Et donc, on l'a su après l'intervention. Avant l'intervention, on n'avait pas très, très envie de savoir, en fait. Et je ne parle que du cas d'Alice, qui est particulier puisqu'il s'agit d'un enfant, d'une personne mineure. Et sur les mineurs, on ne prélève pas les tissus que l'on peut prélever sur les personnes majeures. Et les tissus étant les cornées, les vaisseaux sanguins, les tendons, ligaments, muscles, peau, etc. L'autre mythe qui circule est relié à l'âge du donneur. On ne peut pas donner à tout âge. Si, on peut donner à tout âge. Malheureusement. Il y a des donneurs nourrissons, il y a des donneurs tout petits, et puis il y a des donneurs très âgés. On peut donner à tout âge, notamment justement parce qu'on peut donner des tissus et que si les organes ne sont plus fonctionnels au moment du décès parce qu'il y a eu des maladies, etc., il est possible de donner de la peau, des vaisseaux sanguins, etc. Il faut savoir qu'avec une artère, on peut sauver des petits cœurs de bébés malades. Donc ça n'a pas de prix non plus, quoi. Une petite vie qui naît avec un cœur malade, se dire que ce bébé a besoin d'une transplantation ou juste de réparer une artère mal formée, ça peut se faire avec une artère prélevée sur un donneur. Donc c'est quand même essentiel. Et puis on peut être donneur même si on a eu des maladies, même si on a pris des traitements, parce que d'abord certains traitements n'ont pas d'impact
sur tous les organes, ou en tout cas n'ont pas d'impact à très long terme. Et puis parce que l'organe malade n'est probablement pas prélevé, mais les autres peuvent l'être. C'est ça, en fait, là, en même temps, ça me permet de rebondir sur ce que vous dites, à savoir que c'est pas parce que le receveur est un enfant qu'il doit absolument recevoir des organes d'enfant. Hein, donc, les transplantations peuvent se faire aussi entre enfants adultes, quoi. Oui, exactement. Et ce qui est le plus important, c'est la compatibilité physiologique et physique. C'est-à-dire qu'il faut que l'organe, typiquement, le cœur d'Alice n'aurait pas pu convenir à un rugbyman de 120 kilos. Enfin, ça, c'est pas possible. Elle n'avait pas la pompe pour ça. Mais en revanche, probablement que ces organes ont pu servir soit à de jeunes adultes, soit à des ados ou des enfants, parce qu'elle était relativement menue. Mais en tout cas, il n'y a pas d'histoire ni d'homme ni de femme. En fait, un donneur homme, les organes d'un homme peuvent être transplantés sur une femme, et les organes d'une personne senior peuvent être transplantés sur quelqu'un de beaucoup plus jeune que lui. C'est possible, même si effectivement ils essayent de faire en sorte que l'écart d'âge soit pas trop important. Mais les enfants étant prioritaires, en tout cas le plus souvent possible, il est possible que des enfants aient pu survivre grâce au don d'un organe d'une personne qui avait l'âge, qui était plus âgée qu'eux. Quelles sont les principales raisons de l'opposition au don d'organes ? Je crois que la première, c'est la méconnaissance du souhait du défunt. En fait, quand on ne dit pas à ses proches, aujourd'hui, la loi fait de nous des donneurs par défaut. C'est-à-dire que auparavant, il fallait s'inscrire quand on était donneur d'organes, on devait s'inscrire sur le registre des donneurs et on avait une petite carte. Je suis donneur d'organes. Bon, aujourd'hui, en tout cas, c'est plus comme ça depuis 2016. Aujourd'hui, il faut s'inscrire sur le registre national des refus si l'on ne veut pas donner ses organes, qui est consulté systématiquement. Cependant, si l'on ne fait pas la démarche de dire à ses proches, moi je suis pour, ou moi je suis pas pour, mais j'ai pas envie de m'inscrire. Mais si on ne dit pas à ses proches ce qu'on veut, alors la question va quand même leur être posée, parce que aucune équipe médicale ne va profiter du fait que quelqu'un se trouve en état de mort encéphalique pour prélever ses organes au motif que c'est un donneur rêvé, sans en informer la famille. Donc évidemment, l'équipe médicale va questionner la famille et va dire, savez-vous, s'il était pour le don d'organes, est-ce qu'il en avait parlé, est-ce que cette question avait été évoquée, etc. Si la famille ne sait pas quoi répondre, dans la plupart des cas, elle va dire non, simplement parce que elle se retrouve face à une question qui est hyper embarrassante et qui ne la concerne pas directement, qui concerne quelqu'un d'autre. Et ça, moi, je pense que c'est pas compliqué de dire à ses proches, pour moi, c'est OK. Voilà, pour moi, c'est bon, ou pour moi, ça ne l'est pas, peu importe d'ailleurs, on dit bien ce qu'on veut, mais on le dit, on le fait savoir, de sorte que le proche n'ait pas à porter la responsabilité de cette question, qui ne le concerne pas au premier chef. Et ça, je pense que c'est une des premières causes de refus, c'est juste que les proches ne savent pas quoi dire, en fait. Et quand on ne sait pas, on va plutôt vers le non que vers le oui. Avant ce changement de règles, si je puis dire, par rapport au don d'organes, il fallait être proactif dans l'acceptation, alors qu'aujourd'hui, il faut être proactif dans le refus. C'est ça. Or, on ne se positionne pas forcément, en fait. On se positionne pas forcément. Et moi, j'ai beaucoup de proches. Alors après cette histoire, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé en famille avec nos proches qui ont été la plupart hyper surpris. Hyper surpris. En fait, personne ne s'attendait à ça. D'abord, personne ne s'attendait à cet accident, évidemment. Et personne ne s'attendait à ce qu'on dise, au fait, on a donné les organes d'Alice. Bon, en tout cas, alors ça a été accueilli parfois de manière, avec beaucoup d'émotion, parce que c'est pas rien quand même, en fait. Ça renvoie à ses propres schémas, à sa propre peur de mourir, à la propre peur de perdre ses enfants. Enfin, voilà, il y a quand même eu pas mal d'émotions derrière tout ça. Et c'est vrai que moi, j'ai dit à mes proches, mais en fait, dites-le, dites à vos enfants, à vos parents, oui ou non, mais dites-leur quelque chose, en fait. Moi, je m'en fous de savoir ce que vous voulez pour vous. Votre réponse m'importe pas. Alors moi, j'avais des copains qui m'appelaient, qui disaient, au fait, j'ai réfléchi, pour moi, c'est OK. Super, mais dis-le à ta femme, dis-le à tes parents. Le savoir ne m'importe pas. L'important, c'est que les proches le sachent pour pouvoir prendre la bonne décision, finalement. Et de se dire que si jamais c'est oui, pour leurs proches défunts, mais que eux, ça les heurte, c'est pas eux qui prennent la décision. Ils ne font que respecter un choix que vous avez pris. Voilà, une décision que vous avez prise. Ils ne font qu'appliquer vos directives de la même manière qu'ils vont respecter ce que vous avez souhaité pour votre enterrement ou votre incinération. Voilà. Les proches respectent ces dernières volontés, et de la même manière, ils vont respecter votre volonté de donner ou pas vos organes. Donc, en résumé, si on prenait tous le temps de réfléchir
en dehors de toute tragédie, évidemment, notre posture par rapport au don d'organes, cette opposition serait moins forte dans l'éventualité d'un drame. Vous dites aussi que cette opposition elle est plus importante dans certaines grandes villes ou régions qui sont les plus sinistrées socialement. Pourquoi ? Alors ça, c'est des études qui ont été menées par l'Agence de la biomédecine et qui ont démontré effectivement que dans les régions les plus socialement isolées, l'opposition était plus importante, à la fois parce qu'on a moins d'informations, en tout cas on se renseigne moins de ces questions-là dans ces régions, manifestement, et aussi parce que c'est des régions, enfin ce sont des cultures dans lesquelles comment dire, l'aspect de « ça ne m'arrivera pas », à moi ça m'arrivera pas, est plus prégnant que dans d'autres. Mais ça, moi j'étais convaincue. J'avais moi aussi cette idée un peu préconçue de « ça n'arrive qu'aux autres » en fait. Quand j'ai embrassé ma fille ce matin-là pour lui souhaiter une bonne journée, j'étais convaincue qu'à 17h elle serait rentrée et qu'à 19h on serait ensemble. Enfin voilà, la question se posait même pas. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont convaincus, et plus on est reculé de la culture des échanges entre pairs ou des échanges au sein d'associations, etc., et moins on est emprunt à la discussion sur ces sujets-là, et donc moins on a de possibilités de se renseigner, d'échanger, de revoir son positionnement, d'élever un peu le débat, et plus la réponse sera négative en fait quand la question va se poser. Et ça, c'est juste, c'est observer de cette manière-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Évidemment, on peut communiquer davantage. En fait, faut-il aller chercher l'information parce qu'il y a quand même beaucoup de populations, d'endroits dans lesquels l'information, c'est celle qu'on reçoit, c'est jamais celle qu'on va chercher. Donc, encore faut-il aller chercher l'information. Oui, pour envisager le don ultime, ce que vous dites, c'est qu'il faut qu'il y ait un terreau fertile de solidarité pour permettre... Oui. De toute façon, c'est une question qui nécessite de se projeter au-delà de soi-même. C'est-à-dire que la question du don d'organes, pour nous, quand elle s'est posée, c'est même plus nous qu'elle concernait. Parce que pour nous, ce don d'organes n'allait rien changer. C'est-à-dire qu'on a tout de suite eu conscience que, au-delà de donner un sens à quelque chose qui ne pouvait en avoir, parce que la tragédie de la perte de l'enfant accidentellement dans ces conditions, aucun sens. Pour le coup, on s'est dit que le don d'organes allait peut-être donner un sens à ce décès. Mais au-delà de ça, pour nous, ça ne changeait rien. Et l'important, c'est pas tant que ça ne change rien pour nous, c'est de se dire que ça change tout pour d'autres. Et ça, je ne sais pas si j'aimerais tellement qu'on soit tous câblés de cette manière de pouvoir se projeter dans la vie des autres. Moi, je savais pas avant de vivre cette situation que j'avais ces capacités-là. Je l'ignorais complètement. J'aime les gens, mais de là à me préoccuper chaque matin du sort de mon prochain, faut quand même pas exagérer. Et c'est vrai que le don d'organes, c'est cet exercice, c'est de ne pas réfléchir pour soi-même. Et si on commence à se dire, ok, je donne les organes de mon enfant, et donc, pour moi, ça change quoi ? La question, c'est simple, ça ne change rien pour vous, ça change tout pour d'autres. Et c'est ça l'important. C'est vraiment ça, pour moi, l'essence même du don, c'est qu'il va concerner quelqu'un d'autre ailleurs, qui va du coup reprendre goût à la vie, refaire des projets. Et ça nous dépasse. Et en même temps, c'est justement parce que le don est rare par nature, et je vais y revenir juste après, qu'il faut y penser de son vivant. Parce que vous pointez le fait que le don d'organes, par nature, nécessite de réunir certaines conditions pour le permettre et qui sont exceptionnelles. 85% des donneurs sont des patients en état de mort encéphalique. Le reste des statistiques, ce sont certains cas de décès par arrêt cardiaque. Et il y a seulement 0,6% des personnes décédées chaque année en France qui sont des donneurs potentiels. Et il y a plus de demandes que d'offres puisqu'il y a 7 fois plus d'inscrits sur la liste des receveurs que des donneurs potentiels. C'est ça. Et donc là, quand on prend conscience de ça, en fait, la mort encéphalique, elle survient dans des cas très précis. D'abord, la mort encéphalique, c'est la destruction irrémédiable du cerveau. Voilà, le cerveau cesse de fonctionner, le tronc cérébral s'arrête, le cerveau n'est plus oxygéné, il meurt. Voilà. Et c'est la mort à cœur battant parce qu'on peut être en mort encéphalique et avoir le cœur qui bat, notamment lorsqu'on est, comme Alice, en réanimation artificielle. Là, pour le coup, on injecte de l'air tout le temps. Donc, le cœur continue à battre. La mort encéphalique, elle survient dans le cadre d'un traumatisme crânien massif. Ça a été le cas de notre enfant, mais aussi lorsqu'il y a un AVC, une hémorragie cérébrale importante. Voilà.
Donc ces cas sont effectivement très rares. Alors les dernières données, j'ai pas les données de 2023, mais 2022, 673 000 décès en France, toutes causes confondues. Sur ces 673 000 décès, presque 3 000 morts encéphaliques recensés. Déjà, c'est 6% de plus que l'an passé. C'est déjà pas mal, mais ça fait quand même pas beaucoup, 3 000 sur 673 000, ça fait pas beaucoup. Si vous prenez les 30% de refus enregistrés, finalement, il y a eu 1460 donneurs d'organes qui ont permis de donner lieu, donc d'organes de donneurs en mort encéphalique, qui ont donné lieu à 5500 greffes. Alors c'est déjà pas mal. Ça, je suis d'accord. Il faut pointer ce qui est positif. On se dit, youpi, c'est déjà bien. Il y a eu ces 5500 greffes qui ont sauvé 5500 patients qui étaient inscrits sur la liste des donneurs. Seulement sur la liste des donneurs, il y a 10 800 patients en attente active. Ce sont donc des gens dont la mort peut survenir à tout moment faute d'un organe, parce que la maladie a pris trop de place et que, voilà, à un moment donné, c'est plus possible. Et il y a 24 000 patients en tout éligibles à la greffe. Alors, ça fait réfléchir parce qu'on peut retourner le problème dans tous les sens dès lors qu'on peut prélever au maximum 7 organes par patient, mais que la moyenne, c'est plutôt 3. Ben voilà, il n'y a pas besoin d'avoir fait maths sup pour comprendre qu'il n'y aura jamais assez d'organes pour le nombre de patients qui en ont besoin. Florence, 1 an après la parution de votre livre, vous avez coécrit avec une jeune femme greffée pulmonaire l'autre parcours du don d'organes, celui du receveur, dans Mon second souffle. C'était important pour vous de boucler la boucle du don ? Alors en fait, la question s'est pas posée comme ça. C'est elle qui est venue à moi. Et j'ai trouvé ça très beau, finalement, d'écrire son histoire. C'est elle qui est venue à moi. Elle avait lu Le don d'Alice. Et elle a contacté l'éditeur en lui disant « Mais c'est incroyable, cette histoire, c'est un bout de ma vie. Moi, je suis l'autre côté. Je suis celle qui a reçu les organes et j'aimerais beaucoup rencontrer cet auteur. Et voilà, parce que j'ai moi aussi ce projet d'écriture. » Et on s'est rencontrés. Il s'avère que ça a été une rencontre évidemment très touchante parce que elle, à travers moi, voyez la famille de la personne qui a fait don de ses organes dont elle a bénéficié. Elle a subi une transplantation pulmonaire. Et moi, à travers elle, je voyais toutes ces personnes qui ont reçu les organes d'Alice et pour lesquelles la vie a repris. Et cette jeune femme, en la rencontrant, c'est vrai que ça a été la démonstration de l'excellent choix qu'on a fait, en fait, parce que quand elle me racontait son histoire et qu'elle me disait que 2 jours avant de subir cette greffe, elle était à 12% de capacité respiratoire, qu'elle était au bout de sa vie, mais au bout du bout, c'est-à-dire qu'elle se demandait même elle encore comment c'était possible de vivre et qu'elle n'avait que 32 ans. Moi, quand je la rencontre, elle est instite, elle a repris son métier, elle a couru des courses de 10 kilomètres, etc. Je me dis, mais que la vie est bien faite, finalement. Que la vie est belle et qu'elle est bien faite. Et c'est vrai que écrire son histoire a été aussi cathartique une nouvelle fois pour moi, puisque ça m'a permis de concrétiser le sens du don qu'on avait fait l'année d'avant. Et Julie va très bien, elle a une jolie vie et elle mérite cette jolie vie après des années de maladie et de souffrance, parce que c'est ça aussi, être en attente d'un organe, c'est des années de maladie, de souffrance, de traitements très lourds, une maladie qui empêche, quelle que soit cette maladie, mais qui empêche en tout cas de se projeter dans un avenir à plus long terme. Et en même temps, une fois qu'on a reçu ces organes, c'est un cadeau qui est très lourd à porter. Alors c'est vrai que c'est lourd à porter des deux côtés. Enfin, de mon côté à moi, de mon point de vue, parce que je pense que toutes les familles de donneurs n'ont pas le même point de vue à ce sujet. De mon côté, c'est pas si lourd que ça à porter, mais du côté des receveurs, je pense que ça l'est. D'abord parce que c'est un cadeau sans possibilité de retour. Donc le merci qu'ils peuvent donner, et ils ont énormément besoin de remercier pour pouvoir continuer à avancer. C'est un merci qui est universel. Ils savent pas vers qui il va. Voilà, et leur plus beau merci, c'est d'ailleurs de se projeter à fond dans la vie, de réaliser des exploits sportifs auxquels ils s'attendaient pas, de faire des projets, etc. Mais en tout cas, pour eux, c'est assez difficile de savoir qu'ils doivent leur vie à la mort de quelqu'un, mort évidemment qu'ils n'ont pas souhaité, ça va sans dire, mais en tout cas, ils n'ont pas souhaité cette mort, mais c'est cette mort qui leur permet de, eux, revivre, sans savoir à qui ils doivent ce cadeau, et je pense que ça, c'est difficile pour eux. Pour moi, famille de donneurs, j'ai eu besoin, les premiers temps, de demander des nouvelles régulièrement. Alors, au début, c'était tous les mois. Tous les mois, je disais, bon, alors, ça marche, ça tient toujours, tout va bien, machin. J'avais besoin de me rassurer sur le fait qu'on avait fait le bon choix. Puis, avec le temps, en fait, j'ai compris que ces donneurs
ces receveurs ne doivent leur survie qu'à eux-mêmes. Derrière, quand on reçoit un organe, c'est une vie de traitements médicaux, d'anti-rejet, c'est une vie assez rythmée par les prises de médicaments avec beaucoup de contrôles médicaux, etc. Enfin, c'est pas rien quand même de recevoir un organe. C'est un cadeau, mais c'est un cadeau qui est quand même lourd, qui a des conséquences lourdes pour eux. Alors moins lourdes évidemment que la maladie, mais quand même. Et moi au début, je pense que j'avais besoin effectivement de m'assurer que ça tenait, comme pour me justifier, comme pour me rassurer sur le fait que le choix qu'on avait fait était le bon. Puis avec le temps, j'ai compris qu'en fait leur survie c'est à eux qu'ils la doivent et que finalement même qu'on ait dit oui et que la greffe ne soit pas possible aurait déjà été de toute façon la bonne démarche. On était déjà dans l'après et dans la vie, et c'est finalement nous ce qui nous a fait du bien et ce qui nous a permis de rebondir et de continuer, en tout cas de démarrer une vie sans Alice, de démarrer une nouvelle vie sans elle et d'appréhender notre avenir autrement. Voilà, c'est lourd pour les deux, oui et non. Moi, je pense que pour moi, c'est pas si lourd que ça, finalement. Moi, ça a donné du sens à ce qui n'en avait pas. Et justement, aujourd'hui, on a parlé de la vie et non pas de la mort. Le don d'Alice a permis de transformer la vie de 6 personnes. Quelle a été votre transformation à vous dans cette épreuve ? Alors, ma transformation, je crois qu'aujourd'hui, je suis certainement beaucoup plus attentive aux autres que je ne l'étais avant. Cette épreuve-là m'a obligée à aller chercher très très loin en moi des ressources pour trouver du sens à ce qui ne peut en avoir, finalement. Alors, je dis pas que j'ai toutes les réponses à cette question, parce que voilà, je les ai pas toutes, mais en tout cas, ça a donné un sens fort au témoignage, par exemple. J'ai eu conscience avec le temps, alors maintenant, ça fait quelques années que j'ai écrit ce livre, mais j'en ai écrit beaucoup d'autres derrière, toujours des témoignages pour d'autres personnes, parce que j'ai pris conscience de l'importance de témoigner, de parler, de libérer la parole sur différents sujets, souvent tabous d'ailleurs, mais en tout cas sur ces sujets de société, c'est important, c'est ce qui fait avancer et la réflexion des uns et des autres, et la prise en charge, et la manière de réfléchir à ces questions, et peut-être de trouver d'autres issues législatives qui seraient peut-être encore plus favorables. Voilà, je pense que, par exemple, mon expérience a fait avancer un micro-sujet, mais qui peut paraître anecdotique, mais qui ne l'est pas tant que ça. Quand on est arrivé avec Ali et quand on est arrivé avec mon mari dans cet hôpital Necker, dans ce service de déchocage, la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est la porte sur laquelle il était écrit salle de recueillement. Et ça a été d'une violence inouïe parce que ça m'a obligée à me projeter dans la mort de mon enfant, alors que jusqu'alors, la seule chose que je savais, c'est que son pronostic vital était engagé, et je ne l'avais même pas encore vu. Et ça, c'est des choses que j'ai pu verbaliser, que j'ai pu dire à l'équipe encadrante, soignante, en leur disant, mais ça, c'est ridicule, en fait. Pourquoi on s'en fout de savoir où elle est, cette salle de recueillement, puisque de toute façon, si la famille est amenée à aller en salle de recueillement, c'est qu'elle a été accompagnée. On n'y entre pas tout seul. On est accompagné par les médecins dans cette salle de recueillement pour y retrouver le corps de son défunt. Et c'est pas important pour la famille de savoir où ça se situe dans un hôpital, surtout quand elle vit un traumatisme comme ça et qu'elle n'est pas encore prête à entendre parler de la mort, en fait. Et ça a été entendu. Et il m'a été confirmé que toutes les pancartes salle de recueillement avaient été retirées de l'hôpital Necker. Et ça a été une satisfaction pour moi, alors énorme pour moi, et c'est un micro pas dans la prise en charge des familles et des patients, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on prend en charge un patient en état de mort encéphalique ou en tout cas proche de l'être, on prend en charge toute une famille. Les médecins se coltinent le papa, la maman, les frères, les sœurs, les grands-parents, avec plus ou moins de colère, plus ou moins de drame. Nous, ça n'a pas été le cas, mais on nous a raconté effectivement des familles qui partent complètement en live parce que c'est tellement surnaturel ce qu'on vit. Et je me suis dit, ça, voilà, c'est ma micro-pierre à l'édifice, et je suis très fière d'avoir été entendue là-dessus. Et au-delà de ça, c'est vrai que du coup, j'ai compris effectivement la portée du témoignage, et qu'aujourd'hui, écrire et aider d'autres à mettre en mots leur traumatisme, leurs témoignages, leurs expériences, ça, c'est un vrai cadeau, parce que j'aurais jamais imaginé un jour être capable de ce travail-là. Et je pense que ça participe complètement de mon chemin personnel aussi. Enfin, je pense que les deux sont liés intrinsèquement l'un à l'autre, mais en tout cas, je pense pas que sans cette expérience dramatique-là, moi, j'aurais pris cette voie d'écrire pour d'autres. J'étais probablement pas suffisamment à l'écoute, et j'étais très tournée vers mes enfants, en fait, très tournée vers Alice, que j'avais à cœur d'amener à l'autonomie, et ça me prenait énormément de temps et d'énergie, et ça me suffisait. Donc, je m'étais jamais trop occupée de ce que les autres vivaient, et je suis très heureuse aujourd'hui de me rendre compte que d'autres vivent des parcours très difficiles aussi,
c'est rassurant de se dire qu'on n'est pas seul à traverser des déserts et que mon désert, même s'il est très douloureux, c'est peut-être pas le pire en fait. Voilà, ça m'aide en ça. Eh bien, écoutez, moi, ma transformation en vous lisant et en vous écoutant, c'est d'avoir grandi sur le sujet du don d'organes, qui n'était pas nécessairement facile pour moi parce que, on va dire, un petit peu confrontant. Je me souviens effectivement d'une exposition dont j'ai parlé dans l'épisode 20, qui s'appelait Exposition Générosité à Québec, au Musée de la Civilisation, et qui mettait en avant 5 formes de dons, dont le don corporel. Et je dois avouer que à ce moment-là, j'étais très inconfortable. Je savais pas trop comment me positionner parce qu'on a peur aussi de ce qu'on ne connaît pas, tout simplement. Et grâce à vous aujourd'hui, en tout cas, on ne pourra plus dire qu'on ne s'était pas posé la question du don de soi ultime. Alors merci beaucoup pour ça, Florence, et merci pour votre témoignage. Merci Charlène. Merci beaucoup d'avoir écouté Philanthropio. Vous avez aimé l'émission ? Dites-le moi avec 5 étoiles et des commentaires sur l'application Apple Podcast. Vous pouvez retrouver également tous les épisodes sur philanthropio.com. Si vous souhaitez réagir, écrivez-moi à charlène@philanthropio.com. À bientôt pour dérouler le fil de nouveaux récits.